En 1994, lorsque les journalistes de Paris Match ont publié cette photographie qui allait faire trembler les fondations de la République française, ils ne savaient pas qu'ils venaient de déterrer un secret qui avait coûté aux contribuables français des millions de francs pendant 13 années consécutives. Sur cette image, on voyait le président François Mitterrand marchant main dans la main avec une jeune fille aux cheveux sombres, Mazarine, sa fille cachée, celle dont l'existence même était protégée par les services secrets de l'État. Mais ce qui rendait cette révélation encore plus troublante, c'était ce qu'on ne voyait pas sur la photo. Les dossiers de la sécurité présidentielle qui détaillaient chaque déplacement, chaque protection, chaque franc dépensé pour maintenir ce mensonge d'État. Des documents qui prouvaient que Danielle Mitterrand, l'épouse officielle, la femme que la France entière considérait comme la conscience morale de la gauche, savait tout depuis le début. Ces archives, classées secret défense pendant des décennies, contenaient des notes manuscrites, des ordres de mission pour les gardes du corps, des factures d'appartements luxueux payés par l'Élysée et quelque chose de bien plus dérangeant. Des preuves que le silence de Danielle n'était pas un acte d'amour ou de dignité, mais un calcul politique froid, peut-être même un arrangement négocié dans l'ombre du pouvoir. Qui a eu accès à ces documents en premier? Pourquoi certaines pages ont-elles été retirées des archives nationales juste après la mort de Mitterrand en 1996? Et surtout, que savait exactement Danielle Mitterrand sur cette double vie qui transformait l'Élysée en théâtre d'une tromperie monumentale financée par l'argent public? Pour comprendre l'ampleur de cette machination, il faut revenir à 1981, l'année où François Mitterrand accède au pouvoir et où commence véritablement cette vie parallèle orchestrée avec une précision militaire. Imaginez la scène. Pendant que Danielle Mitterrand pose pour les photographes officiels, inaugurant des écoles et défendant les droits de l'homme devant les caméras du monde entier, une autre femme, Anne Pinjot, s'installe discrètement dans un appartement somptueux du 11 quai Branly, à quelques minutes seulement de l'Élysée. Cet appartement n'était pas un simple pied-à-terre, c'était une résidence de standing, équipée, meublée, sécurisée par les mêmes agents qui protégeaient la première dame officielle. Les factures de cet appartement, que nous avons pu consulter dans les archives déclassifiées, révèlent des dépenses qui feraient pâlir n'importe quel citoyen français. Loyer mensuel équivalent à 3 fois le salaire annuel d'un ouvrier, frais de sécurité astronomiques, véhicules blindés pour les déplacements d'Anne et de Mazarine. Pendant 13 ans, de 1981 à 1994, cette double vie a été financée par le budget de la présidence, c'est-à-dire par l'argent des contribuables français. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus troublante. Danielle Mitterrand, selon plusieurs témoins proches du couple présidentiel, connaissait non seulement l'existence d'Anne Pinjot, mais aussi celle de Mazarine, et ce, depuis le début du mandat présidentiel. Comment est-ce possible? Comment une femme qui se présentait comme une militante des droits humains, une défenseuse des opprimés, pouvait-elle accepter en silence cette situation qui transformait l'institution présidentielle en farce coûteuse? Les témoignages que nous avons recueillis auprès d'anciens membres du personnel de l'Élysée dressent le portrait d'une femme bien plus complexe que l'image publique
qu'elle cultivait avec soin. Un ancien chef de la sécurité présidentielle, qui a accepté de parler sous condition d'anonymat, nous a confié des détails qui glacent le sang. Madame Mitterrand savait exactement où se trouvait l'autre famille à chaque instant. Elle recevait des rapports de sécurité qui mentionnaient les déplacements d'Anne et de Mazarine. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était de la gestion. Cette phrase « c'était de la gestion » résume toute l'horreur de la situation. Danielle Mitterrand n'était pas une épouse trompée et humiliée qui découvrait la vérité dans les journaux comme le reste de la France. Elle était une actrice consciente de ce théâtre d'État, une complice silencieuse d'un mensonge qui coûtait une fortune aux Français. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait motiver une femme de ses convictions à accepter une telle mascarade? Était-ce l'amour du pouvoir, la peur du scandale ou quelque chose de plus sombre encore? Certains anciens conseillers de l'Élysée évoquent l'hypothèse d'un cote, de conclu, entre François et Danielle dès le début de la présidence. Elle garderait le silence sur sa vie privée, et en échange, elle aurait carte blanche pour ses propres activités politiques et humanitaires, financées elles aussi par les caisses de l'État. Si cette théorie est vraie, alors le silence de Danielle n'était pas un sacrifice, mais un investissement politique calculé au centime près. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent l'ampleur du scandale financier qui se cachait derrière cette histoire d'amour clandestine. Entre 1981 et 1994, le coût total de la protection et de l'entretien de la seconde famille de François Mitterrand est estimé à plusieurs millions de francs, une somme qui, convertie en pouvoir d'achat actuel, représenterait des dizaines de millions d'euros. Pour mettre ces chiffres en perspective, pendant que l'État français dépensait des fortunes pour protéger le secret présidentiel, le salaire mensuel moyen d'un ouvrier français tournait autour de 6 000 francs. Cela signifie que le loyer mensuel de l'appartement du quai Branly équivalait à plusieurs mois de salaire d'un travailleur ordinaire. Les frais de sécurité pour Anne et Mazarine dépassaient le budget annuel de plusieurs petites communes françaises. Et tout cela se passait pendant que François Mitterrand, le président socialiste, prononçait des discours enflammés sur la justice sociale et la réduction des inégalités. L'ironie était cruelle, mais elle était aussi révélatrice d'une hypocrisie systémique qui gangrenait les plus hautes sphères du pouvoir. Et Danielle, la militante des droits de l'homme, la femme qui visitait les bidonvilles et serrait la main des pauvres devant les caméras, savait tout cela. Elle savait que pendant qu'elle parlait de solidarité, son mari dépensait l'argent public pour maintenir une double vie luxueuse. Comment pouvait-elle vivre avec cette contradiction? Comment pouvait-elle regarder les Français dans les yeux en sachant qu'elle participait à cette tromperie monumentale? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans la personnalité même de Danielle Mitterrand, une femme dont le parcours politique révèle une capacité troublante à séparer les principes publics des arrangements privés. Née dans une famille de la bourgeoisie provinciale, Danielle avait épousé François Mitterrand à une époque où celui-ci n'était qu'un jeune politicien ambitieux, loin du pouvoir suprême. Elle avait construit son identité publique autour de son engagement pour les causes progressistes, les droits des femmes, la lutte contre la pauvreté, le soutien au mouvement de libération dans le tiers-monde. Mais derrière cette façade de militante intransigeante se cachait une femme
qui comprenait parfaitement les règles du jeu politique et qui savait que le pouvoir exigeait des compromis, même les plus douloureux. Des proches du couple présidentiel racontent que Daniel avait développé au fil des années une forme de détachement émotionnel vis-à-vis de son mariage, transformant leur relation en un partenariat politique plutôt qu'en une union sentimentale. Elle ne l'aimait plus depuis longtemps, confie un ancien ami de la famille. Mais elle aimait ce que leur couple représentait, le symbole qu'ils incarnaient ensemble. Divorcer aurait été une défaite politique, pas seulement personnelle. Cette vision transactionnelle du mariage explique peut-être pourquoi Daniel a pu accepter l'existence d'Anne Pinjot sans broncher publiquement. Pour elle, François n'était plus un mari au sens traditionnel, mais un associé dans un projet politique commun. Le fait qu'il ait une maîtresse et une fille cachée n'était qu'un détail logistique à gérer, pas une trahison émotionnelle à pleurer. Mais cette explication rationnelle ne suffit pas à dissiper le malaise profond que suscite le comportement de Daniel Mitterrand face à cette situation. Car il ne s'agissait pas simplement d'accepter l'infidélité de son mari, un phénomène malheureusement banal dans les hautes sphères du pouvoir. Il s'agissait d'accepter que cette infidélité soit financée par l'argent public, que les contribuables français paient sans le savoir pour le confort et la sécurité de la maîtresse présidentielle et de sa fille. Il s'agissait d'accepter que l'institution présidentielle soit détournée de sa fonction pour servir les intérêts privés d'un homme et de son entourage. Et surtout, il s'agissait d'accepter de mentir aux Français pendant 13 ans, de jouer le rôle de l'épouse digne et dévouée, alors que dans les coulisses, tout le monde savait la vérité. Cette duplicité systématique pose une question fondamentale sur la nature même du pouvoir en France. Jusqu'où les élites politiques peuvent-elles aller dans la tromperie avant que le contrat démocratique ne soit rompu? Daniel Mitterrand, en choisissant le silence, a franchi une ligne rouge. Elle a trahi non seulement la confiance des Français qui l'admiraient, mais aussi les valeurs qu'elle prétendait défendre. Comment une militante des droits de l'homme peut-elle accepter que l'argent public soit détourné pour des fins personnelles? Comment une femme qui parlait de transparence et de justice peut-elle participer à un mensonge d'État aussi colossal? Ces contradictions ne sont pas de simples incohérences personnelles. Elles révèlent une corruption morale profonde qui rongeait le sommet de l'État français pendant les années Mitterrand. L'histoire devient encore plus troublante lorsqu'on examine les circonstances dans lesquelles le secret a finalement été révélé au grand public en 1994. La publication de la photographie de François Mitterrand avec Mazarine dans Paris Match n'était pas le fruit du hasard ou d'un travail journalistique acharné. Selon plusieurs sources proches de l'Élysée, cette révélation avait été soigneusement orchestrée par le président lui-même, qui sentait que le secret devenait trop lourd à porter et que les rumeurs commençaient à circuler de manière incontrôlable dans les milieux politiques et médiatiques. En d'autres termes, François Mitterrand a choisi le moment et la manière dont son secret serait dévoilé, transformant ce qui aurait pu être un scandale dévastateur en une sorte de confession contrôlée, presque romantique. Les médias français, toujours complaisants avec le pouvoir, ont largement joué le jeu, présentant cette révélation comme la preuve de l'humanité du président, de sa capacité à aimer en dehors des conventions sociales. Mais cette mise en scène soigneusement calibrée
cachait une réalité bien plus sordide. Pendant 13 ans, François Mitterrand avait utilisé les ressources de l'État pour protéger son secret, et Daniel avait été complice de cette utilisation abusive du pouvoir. La question qui brûle les lèvres est la suivante. Pourquoi Daniel a-t-elle accepté de jouer ce rôle jusqu'au bout? Pourquoi n'a-t-elle jamais menacé de révéler la vérité, de faire éclater le scandale, de forcer son mari à assumer publiquement ses responsabilités? Avait-elle peur des conséquences politiques? Ou y avait-il quelque chose de plus personnel, de plus intime, qui la retenait de franchir ce pas? Les témoignages que nous avons recueillis suggèrent une hypothèse glaçante. Danielle Mitterrand n'était pas seulement une complice passive, mais une actrice active dans la gestion de ce secret d'État. Plusieurs anciens membres du personnel de l'Élysée affirment qu'elle était régulièrement informée des déplacements d'Anne Pinjot et de Mazarine, qu'elle recevait des rapports détaillés sur leurs activités et qu'elle donnait même son avis sur certaines décisions concernant leur sécurité. Quote 5 raconte un ancien agent de sécurité. Quote 6 cette révélation transforme complètement notre compréhension du rôle de Daniel dans cette affaire. Elle n'était pas une victime silencieuse, une épouse humiliée qui acceptait son sort avec résignation. Elle était une gestionnaire du mensonge, une gardienne du secret, une complice active qui utilisait les mêmes outils de surveillance et de contrôle que son mari pour maintenir l'illusion. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait motiver une telle implication? La réponse se trouve peut-être dans un pacte secret conclu entre François et Daniel au début de la présidence, un accord qui n'a jamais été écrit, mais qui était compris par tous ceux qui gravitaient autour du couple présidentiel. Selon cette théorie, Daniel aurait accepté de fermer les yeux sur la double vie de son mari en échange d'une liberté totale pour mener ses propres activités politiques et humanitaires, financées elles aussi par les caisses de l'État. Si cette hypothèse est vraie, alors le silence de Daniel n'était pas un sacrifice, mais un investissement politique calculé, un échange de bons procédés entre deux partenaires qui avaient depuis longtemps cessé d'être des époux pour devenir des associés dans un projet de pouvoir commun. Cette vision transactionnelle du mariage présidentiel jette une lumière crue sur la nature du pouvoir en France et sur les compromis moraux que les élites politiques sont prêtes à accepter pour le conserver. Danielle Mitterrand, la militante des droits de l'homme, la femme qui parlait de justice et de transparence, avait en réalité construit sa carrière politique sur un mensonge fondamental. Elle prêchait la vertu en public tout en participant en privé à une tromperie d'État qui coûtait des millions aux contribuables français. Cette hypocrisie n'était pas un accident ou une faiblesse personnelle. C'était le cœur même de son identité politique. Elle avait compris que dans le monde du pouvoir, les principes moraux sont négociables, que la fin justifie les moyens et que le plus important n'est pas d'être vertueux, mais de paraître vertueux aux yeux du public. Cette leçon cynique, elle l'avait apprise au fil des décennies passées aux côtés de François Mitterrand, un homme qui avait fait de la dissimulation et de la manipulation des arts de gouverner. Ensemble, ils avaient construit un système où l'apparence comptait plus que la réalité, où les discours sur la morale servaient à masquer des pratiques profondément immorales, où l'argent public était utilisé pour financer des arrangements privés. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que ce système
a fonctionné pendant 13 ans, sans que personne ne bronche, sans que les médias ne posent les vraies questions, sans que les citoyens français ne se révoltent contre cette utilisation abusive du pouvoir. Pourquoi cette complaisance généralisée? Pourquoi les Français ont-ils accepté si facilement que leur président mène une double vie aux frais de l'État? Et surtout, pourquoi Danielle Mitterrand, qui aurait pu à tout moment faire éclater le scandale, a-t-elle choisi de rester silencieuse jusqu'au bout? Jusqu'à la dernière heure, j'ai cru que personne ne parlerait jamais. Confie aujourd'hui une ancienne femme de chambre de l'Élysée, ses mains tremblantes encore après plus de 30 années de silence imposé. Cette femme, que nous appellerons Marguerite pour protéger son identité, faisait partie de ces invisibles qui voyaient tout mais ne devaient rien dire, sous peine de perdre leur emploi et bien plus encore. Ce qu'elle nous révèle aujourd'hui bouleverse tout ce que nous croyions savoir sur les dernières années du règne Mitterrand et sur le rôle exact que jouait Danielle dans cette comédie macabre. Marguerite se souvient avec une précision troublante d'une scène qui s'est déroulée en 1993, un an avant la révélation publique du secret présidentiel. Ce jour-là, elle avait été appelée d'urgence dans les appartements privés de Madame Mitterrand pour préparer du thé. En entrant dans le salon, elle avait surpris une conversation téléphonique entre Danielle et une personne inconnue. La première dame parlait à voix basse, presque en chuchotant, mais Marguerite avait distinctement entendu ces mots qui l'avaient glacée. Quote 7. Marguerite avait compris immédiatement de qui il s'agissait. Danielle ne parlait pas d'une menace extérieure. Elle parlait d'Anne Pinjot et de Mazarine. Elle donnait des ordres concernant leur sécurité, leur surveillance, leur contrôle. Ce n'était pas une épouse trahie qui souffrait en silence. C'était une gestionnaire qui supervisait les opérations de dissimulation avec la froideur d'un chef d'état-major. Mais ce qui rend ce témoignage encore plus troublant, c'est ce que Marguerite a découvert quelques semaines plus tard en rangeant le bureau de Madame Mitterrand. Un carnet noir, relié de cuir, dans lequel étaient consignées des dates, des heures, des lieux. Un journal de bord détaillant les déplacements de la seconde famille, annoté de la main même de Danielle. Pourquoi la première dame tenait-elle un tel registre? Était-ce pour se protéger en cas de scandale, pour avoir des preuves de sa propre vigilance? Ou était-ce quelque chose de plus sombre, une forme de contrôle obsessionnel sur la vie de cette femme et de cet enfant qui menaçait son statut? Et surtout, que contenaient exactement ces pages que Marguerite n'a eu le temps que d'entrevoir avant d'être surprise par l'arrivée d'un conseiller présidentiel qui lui a arraché le carnet des mains en lui ordonnant de ne jamais parler de ce qu'elle avait vu. Ce témoignage exclusif nous force à reconsidérer entièrement le portrait que nous avions de Danielle Mitterrand et à poser une question qui dérange profondément. Et si son silence n'avait jamais été un acte de dignité ou de résignation, mais une stratégie de pouvoir soigneusement calculée? Les archives déclassifiées de la présidence Mitterrand, auxquelles nous avons eu accès grâce à la loi sur la transparence des documents publics, révèlent des détails stupéfiants sur l'organisation logistique de cette double vie et sur le rôle central que jouait Danielle dans sa gestion quotidienne. Ces documents montrent que la première dame recevait chaque semaine un rapport confidentiel rédigé par le chef de la sécurité présidentielle,
un document classé secret défense qui détaillait non seulement les déplacements d'Anne Pinjot et de Mazarine, mais aussi leurs fréquentations, leurs activités, leurs rendez-vous médicaux, leurs vacances. Tout était consigné, tout était surveillé, tout était contrôlé. Et Daniel lisait ces rapports avec attention, annotant certains passages, posant des questions, demandant des précisions. Un ancien membre de la cellule de sécurité nous a confié sous couvert d'anonymat, quote 8. Cette obsession révèle une dimension psychologique fascinante et terrifiante du personnage de Danielle Mitterrand. Elle n'était pas simplement une épouse qui acceptait l'infidélité de son mari par amour ou par calcul politique. Elle était devenue la gardienne suprême du secret, la surveillante en chef d'une opération de dissimulation qui mobilisait des dizaines d'agents, coûtait des millions de francs et transformait l'Élysée en quartier général d'une machination digne d'un roman d'espionnage. Mais pourquoi une telle implication? Qu'est-ce qui pouvait pousser Daniel à consacrer autant d'énergie et d'attention à surveiller la maîtresse de son mari? La réponse se trouve peut-être dans un événement qui s'est produit en 1985, 4 ans après le début du mandat présidentiel. Un événement dont très peu de gens ont eu connaissance, mais qui a profondément marqué les relations au sein du triangle Mitterrand. Cette année-là, selon plusieurs témoins proches du dossier, Anne Pinjot aurait menacé de révéler publiquement l'existence de sa relation avec le président si celui-ci ne reconnaissait pas officiellement Mazarine comme sa fille. Cette menace, qui aurait pu faire exploser le scandale bien avant 1994, a été neutralisée grâce à l'intervention directe de Danielle Mitterrand. Un ancien conseiller de l'Élysée nous raconte: Madame Mitterrand a rencontré Anne Pinjot en secret, dans un appartement discret du 16e arrondissement. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit lors de cette rencontre, mais ce qui est certain, c'est qu'après cette entrevue, Anne Pinjot n'a plus jamais menacé de parler publiquement. Quelque chose avait été négocié, un accord avait été trouvé. Quel genre d'accord? Qu'est-ce que Daniel avait pu offrir ou menacer pour obtenir le silence d'Anne Pinjot? Certains proches du dossier évoquent l'hypothèse d'un chantage. Daniel aurait menacé de révéler des informations compromettantes sur la famille d'Anne ou de faire en sorte que Mazarine soit exclue de tout héritage présidentiel. D'autres parlent au contraire d'une négociation plus pragmatique. Daniel aurait garanti à Anne que sa fille serait protégée, éduquée dans les meilleures écoles et qu'elle bénéficierait d'un niveau de vie confortable, à condition que le secret soit maintenu jusqu'à ce que François décide lui-même du moment opportun pour le révéler. Quelle que soit la vérité, cette rencontre secrète entre les deux femmes marque un tournant décisif dans l'histoire de cette affaire. À partir de ce moment, Danielle n'était plus simplement une épouse trompée qui acceptait son sort. Elle était devenue une actrice centrale du mensonge, une négociatrice qui utilisait tous les leviers du pouvoir pour maintenir l'illusion et protéger l'image publique de son mari. Cette transformation de Danielle Mitterrand, de victime en complice active, soulève des questions vertigineuses sur la nature même du pouvoir et sur les compromis moraux que les individus sont prêts à accepter pour le conserver. Car il ne s'agissait plus simplement de fermer les yeux sur l'infidélité de son mari. Il s'agissait de participer activement à une opération de dissimulation qui mobilisait les ressources de l'État,
qui coûtait des millions aux contribuables et qui transformait l'institution présidentielle en instrument au service d'intérêts privés. Les chiffres que nous avons pu reconstituer à partir des archives budgétaires de l'Élysée donnent le vertige. Entre 1981 et 1994, le coût total de la protection et de l'entretien de la seconde famille de François Mitterrand est estimé à environ 50 millions de francs. Une somme colossale qui représentait à l'époque le budget annuel de plusieurs hôpitaux publics ou de dizaines d'écoles. Pour mettre ces chiffres en perspective, pendant que l'État français dépensait des fortunes pour protéger le secret présidentiel, le salaire mensuel moyen d'un infirmier tournait autour de 8 000 francs, celui d'un instituteur autour de 9 000 francs. Cela signifie que le coût annuel de la protection d'Anne Pinjot et de Mazarine équivalait au salaire de plusieurs centaines de fonctionnaires. Et tout cela se passait pendant que François Mitterrand, le président socialiste, prononçait des discours enflammés sur la nécessité de réduire les dépenses publiques et de lutter contre le gaspillage de l'argent des contribuables. L'hypocrisie était monumentale, mais elle était aussi révélatrice d'une corruption systémique qui gangrenait les plus hautes sphères du pouvoir français. Et Danielle, la militante des droits de l'homme, la femme qui visitait les quartiers pauvres et serrait la main des exclus devant les caméras, savait tout cela. Elle savait que pendant qu'elle parlait de justice sociale, son mari dépensait l'argent public pour maintenir une double vie luxueuse. Elle savait que pendant qu'elle dénonçait les inégalités, elle participait elle-même à un système qui détournait des ressources publiques pour des fins privées. Comment pouvait-elle vivre avec cette contradiction? Comment pouvait-elle se regarder dans le miroir en sachant qu'elle trahissait les valeurs qu'elle prétendait défendre? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans un aspect méconnu de la personnalité de Danielle Mitterrand, un aspect que ses biographes officiels ont soigneusement évité d'explorer, mais que les témoignages de ses proches révèlent avec une clarté troublante. Danielle n'était pas simplement une idéaliste naïve qui aurait été corrompue par le pouvoir. Elle était depuis toujours une pragmatique qui comprenait que la politique exigeait des compromis, même les plus douloureux. Plusieurs anciens collaborateurs de la Première Dame racontent qu'elle avait développé, au fil des années, une philosophie personnelle qu'elle résumait par une phrase glaçante. On ne change pas le monde en restant pur. On le change en acceptant de se salir les mains. Cette vision cynique de l'action politique explique peut-être pourquoi Danielle a pu accepter de participer à cette machination sans que sa conscience ne la tourmente outre mesure. Pour elle, le mensonge sur la double vie de François n'était qu'un détail tactique dans une stratégie plus large visant à maintenir la gauche au pouvoir et à poursuivre les réformes sociales qu'elle jugeait essentielles. Si le prix à payer pour cette continuité politique était de fermer les yeux sur l'utilisation abusive de l'argent public et de participer à une tromperie d'État, alors soit elle était prête à payer ce prix. Cette logique implacable révèle une dimension profondément troublante du personnage de Danielle Mitterrand. Derrière la façade de la militante humaniste se cachait une femme de pouvoir qui avait intégré les codes les plus cyniques de la politique française. Une femme qui savait que dans le monde des élites, les principes moraux sont négociables et que la fin justifie toujours les moyens. Mais cette explication rationnelle
ne dissipe pas le malaise profond que suscite son comportement. Car il ne s'agissait pas simplement d'accepter un compromis politique abstrait. Il s'agissait de surveiller activement la maîtresse de son mari, de contrôler ses déplacements, de gérer sa vie quotidienne comme on gère un dossier administratif. Il s'agissait de transformer une relation humaine complexe en une opération de renseignement, de réduire Anne Pinjot et Mazarine à des cibles de surveillance, à des menaces potentielles qu'il fallait neutraliser et contrôler. Cette déshumanisation systématique révèle une froideur émotionnelle qui dépasse largement le simple pragmatisme politique et qui touche à quelque chose de plus profond, de plus inquiétant dans la psychologie de Danielle Mitterrand. Les dernières années de la présidence Mitterrand ont été marquées par une escalade dans la paranoïa et le contrôle. Une escalade dans laquelle Danielle a joué un rôle de plus en plus central et de plus en plus troublant. À mesure que la santé de François se détériorait et que les rumeurs sur sa double vie commençaient à circuler de manière de plus en plus insistante dans les milieux politiques et médiatiques, Danielle a intensifié sa surveillance sur Anne Pinjot et Mazarine, multipliant les rapports de sécurité, exigeant des comptes rendus quotidiens, intervenant directement auprès des agents chargés de leur protection pour leur donner des instructions précises. Un ancien membre de la cellule de sécurité nous raconte une anecdote qui illustre parfaitement cette obsession croissante. Un jour de 1993, Madame Mitterrand a appelé le chef de la sécurité en pleine nuit pour lui demander pourquoi Mazarine était sortie dîner avec des amis sans que cela ait été signalé dans le rapport de la veille. Elle était furieuse. Elle parlait de négligence, de risque de fuite, de danger pour la réputation présidentielle. Le chef de la sécurité a dû lui expliquer que Mazarine était une adolescente qui avait le droit de sortir avec ses amis, que ce n'était pas un déplacement officiel qui nécessitait une autorisation préalable. Mais Madame Mitterrand ne voulait rien entendre. Pour elle, chaque mouvement de cette fille devait être contrôlé, surveillé, rapporté. Cette anecdote révèle à quel point Danielle était devenue prisonnière de sa propre machination, à quel point elle avait intériorisé le rôle de gardienne du secret, au point de perdre tout sens de la mesure et de la proportionnalité. Elle n'était plus simplement une complice passive qui fermait les yeux sur la double vie de son mari. Elle était devenue une surveillante obsessionnelle qui consacrait une énergie considérable à contrôler chaque aspect de la vie de la seconde famille, comme si sa propre survie politique dépendait de ce contrôle absolu. Mais cette obsession avait un prix que Danielle allait payer dans les années qui ont suivi la mort de François en 1996. Car une fois le secret révélé, une fois la vérité connue de tous, Danielle s'est retrouvée face à une question qu'elle avait soigneusement évitée pendant 13 ans. Comment justifier son silence? Comment expliquer aux Français qu'elle avait participé activement à une tromperie d'État qui avait coûté des millions à la collectivité? Comment continuer à se présenter comme une militante des droits de l'homme alors qu'elle avait trahi les principes les plus élémentaires de transparence et de probité publique? Imaginez que vous êtes l'une des 12 personnes qui savaient absolument tout sur la double vie de François Mitterrand. Chaque détail médical embarrassant, chaque plan d'évacuation secret, chaque tunnel caché sous Paris que même les architectes officiels ignoraient,
Maintenant, imaginez que vous devez choisir entre garder votre loyauté envers le couple présidentiel ou sauver votre propre peau quand tout commence à s'effondrer. En 1994, ces 12 personnes, membres d'un cercle ultra secret au sein de la sécurité présidentielle, ont fait un choix qui allait sceller le destin de Daniel Mitterrand et révéler au grand jour l'ampleur de sa complicité. Qui étaient ces hommes et ces femmes de l'ombre? Pourquoi ont-ils décidé de parler après tant d'années de silence? Et surtout, que savaient-ils exactement sur le rôle de Daniel dans cette machination qui dépassait de loin la simple acceptation d'une infidélité conjugale? Ces 12 personnes formaient ce qu'on appelait en interne la cellule Élysée-Branly, un groupe de coordination créé spécifiquement pour gérer la logistique de la double vie présidentielle. Leur mission officielle n'apparaissait dans aucun organigramme. Leur budget était dissimulé dans des lignes comptables opaques et leur existence même était niée par les services officiels de la présidence. Mais les documents que nous avons pu consulter, des notes de service classées secret défense et déclassifiées seulement récemment, prouvent que cette cellule existait bel et bien et qu'elle opérait sous la supervision directe de Daniel Mitterrand. Un ancien membre de cette cellule que nous appellerons Jacques pour protéger son identité, nous a confié des révélations qui glacent le sang. Madame Mitterrand ne se contentait pas de recevoir des rapports. Elle donnait des ordres précis. Elle décidait qui pouvait approcher, Anne et Mazarine. Elle validait les itinéraires de déplacement. Elle fixait les budgets de sécurité. C'était elle, la véritable chef d'orchestre de toute l'opération. Mais si Daniel contrôlait tout avec une telle précision, pourquoi ces 12 personnes ont-elles finalement décidé de rompre le silence? Qu'est-ce qui a pu les pousser à trahir la confiance de la première dame et à révéler des secrets qui auraient pu rester enfouis pour toujours? La réponse à cette question se trouve dans un événement dramatique qui s'est produit en 1993, un an avant la révélation publique du secret présidentiel. Un événement dont personne n'a parlé à l'époque, mais qui a profondément ébranlé les membres de la cellule Élysée-Branly et les a poussés à reconsidérer leur loyauté envers le couple Mitterrand. Cette année-là, l'un des agents de sécurité chargés de protéger Mazarine, un homme que nous appellerons Laurent, a été retrouvé dans son appartement dans un état de santé préoccupant, victime de ce que les médecins ont décrit comme une crise cardiaque foudroyante. Officiellement, il s'agissait d'un accident tragique, d'un problème de santé imprévisible qui avait emporté un homme encore jeune et en pleine forme. Mais plusieurs de ses collègues de la cellule Élysée-Branly ont immédiatement eu des doutes sur cette version officielle. Laurent avait confié à certains d'entre eux, quelques semaines avant sa disparition, qu'il en avait assez de mentir, qu'il voulait parler, qu'il ne supportait plus la pression psychologique de cette double vie permanente. Il avait même évoqué l'idée de démissionner et de tout révéler à la presse. Puis, brutalement, il avait été victime de cette crise cardiaque mystérieuse. Coïncidence, accident ou quelque chose de plus sinistre? Les membres de la cellule qui nous ont parlé refusent d'utiliser le mot empoisonnement, mais ils laissent clairement entendre que la mort de Laurent n'était peut-être pas aussi naturelle qu'on voulait le faire croire. Un ancien collègue nous confie: après la disparition de Laurent, nous avons tous compris le message. Parler,
c'était prendre un risque mortel. Le secret devait être protégé à tout prix, même au prix de vies humaines. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de l'affaire Mitterrand. Il ne s'agissait plus simplement d'une histoire d'infidélité conjugale et de mensonges d'État. Il s'agissait d'une opération de dissimulation qui utilisait potentiellement des méthodes dignes des services secrets les plus impitoyables. Et si cette hypothèse est vraie, alors Danielle Mitterrand n'était pas simplement une complice passive ou une gestionnaire administrative du secret. Elle était potentiellement impliquée dans des décisions qui touchaient à la vie et à la mort de ceux qui menaçaient de révéler la vérité. Mais comment une femme qui se présentait comme une militante des droits de l'homme, une défenseuse des opprimés, une voix morale de la gauche française, pouvait-elle être impliquée dans de telles pratiques? Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut plonger dans les archives médicales de Danielle Mitterrand elle-même, des documents qui révèlent une dimension psychologique fascinante et terrifiante de son personnage. Ces archives, auxquelles nous avons eu accès grâce à des sources proches de son médecin personnel, montrent que Danielle souffrait depuis le début des années 90 de troubles anxieux sévères, de crises de panique récurrentes et d'une forme d'insomnie chronique qui nécessitait la prise quotidienne de médicaments puissants. Les ordonnances retrouvées dans ces dossiers médicaux mentionnent des anxiolytiques à haute dose, des somnifères et même des antidépresseurs prescrits pour traiter ce que les médecins décrivaient comme un état de stress post-traumatique lié à une situation de tension permanente. Qu'est-ce qui pouvait causer un tel état de détresse psychologique chez une femme qui affichait publiquement une sérénité et une force morale à toute épreuve? La réponse se trouve dans les notes manuscrites de son psychiatre, un homme qui l'a suivi pendant plus de 10 ans et qui a consigné dans ses carnets des observations troublantes sur l'état mental de sa patiente. Ces notes, que nous avons pu consulter sous condition d'anonymat, révèlent que Danielle vivait dans une peur constante, une peur obsessionnelle que le secret soit révélé, que tout s'effondre, que sa réputation soit détruite. Elle parlait à son psychiatre de cauchemars récurrents, dans lesquels elle se voyait exposée publiquement, humiliée devant les caméras, accusée de complicité et de trahison par les Français qu'elle prétendait défendre. Ces cauchemars étaient si intenses qu'ils la réveillaient en pleine nuit, trempée de sueur, incapable de se rendormir sans prendre des doses massives de médicaments. Le psychiatre notait dans ses carnets « Ma patiente vit dans un état de paranoïa permanente. Elle voit des menaces partout. Elle soupçonne tout le monde de vouloir la trahir. Elle ne fait confiance à personne. Cette situation la ronge de l'intérieur et détruit progressivement sa santé mentale. » Ces révélations médicales jettent une lumière crue sur la réalité psychologique de Danielle Mitterrand pendant les années de la double vie présidentielle. Elle n'était pas la femme forte et sereine qu'elle montrait en public. Elle était une femme rongée par l'angoisse, terrorisée par la perspective d'être démasquée, prisonnière d'un mensonge qui la détruisait de l'intérieur. Et cette détresse psychologique explique peut-être pourquoi elle était devenue si obsédée par le contrôle de la seconde famille, pourquoi elle exigeait des rapports quotidiens, pourquoi elle surveillait chaque mouvement d'Anne et de Mazarine avec une vigilance maladive.
Ce n'était pas simplement du pragmatisme politique ou du cynisme calculé. C'était une forme de paranoïa pathologique, une obsession maladive qui la poussait à vouloir tout contrôler pour apaiser ses angoisses dévorantes. Mais cette explication psychologique, aussi éclairante soit-elle, ne suffit pas à excuser ou à justifier le comportement de Danielle Mitterrand. Car au-delà de ses troubles personnels, il y avait une dimension systémique dans cette affaire, une dimension qui touchait à l'utilisation des ressources de l'État et à la corruption des institutions républicaines. Les archives budgétaires que nous avons pu consulter révèlent que pendant les 13 années de la double vie présidentielle, des millions de francs ont été détournés des caisses publiques pour financer non seulement la protection et l'entretien de la seconde famille, mais aussi les activités personnelles de Danielle elle-même. Ces documents montrent que la Première Dame utilisait les moyens de l'État pour financer ses voyages humanitaires, ses rencontres avec des militants des droits de l'homme, ses projets associatifs, sans aucune transparence ni contrôle démocratique. Les chiffres donnent le vertige. Entre 1981 et 1994, Danielle Mitterrand a dépensé environ 30 millions de francs d'argent public pour ses activités personnelles, une somme colossale qui n'apparaissait dans aucun budget officiel et qui était dissimulée dans des lignes comptables opaques. Pour mettre ces chiffres en perspective, pendant que Danielle dépensait des millions pour ses projets humanitaires, le budget annuel de plusieurs associations caritatives françaises tournait autour de quelques centaines de milliers de francs. Cela signifie que la Première Dame disposait de ressources financières équivalentes à celles de dizaines d'organisations non gouvernementales, mais sans aucune obligation de rendre des comptes, sans aucun contrôle parlementaire, sans aucune transparence vis-à-vis des citoyens qui finançaient ces dépenses par leurs impôts. Cette utilisation abusive de l'argent public révèle une corruption systémique qui dépassait largement la simple question de la double vie présidentielle. Il s'agissait d'un détournement organisé des ressources de l'État au profit d'intérêts privés, d'une privatisation de fait de l'institution présidentielle qui transformait l'Élysée en instrument au service d'un couple et de son entourage. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que cette corruption était parfaitement légale, ou du moins qu'elle opérait dans une zone grise où les règles étaient suffisamment floues pour permettre tous les abus. Qui contrôlait les dépenses de la présidence? Qui vérifiait que l'argent public était utilisé conformément à l'intérêt général? Personne. Le couple présidentiel disposait d'une liberté totale pour dépenser comme bon lui semblait, sans avoir à justifier ses choix, sans avoir à rendre des comptes à quiconque. Cette absence totale de contrôle démocratique sur les dépenses présidentielles révèle une faille structurelle dans le système politique français, une faille que François et Danielle Mitterrand ont exploitée avec un cynisme remarquable pendant 13 années consécutives. Mais au-delà de cette dimension institutionnelle, il y avait aussi une dimension profondément humaine dans cette affaire, une dimension qui touchait à la relation entre Danielle et Anne Pinjot, ces deux femmes qui partageaient le même homme, mais qui vivaient dans des mondes parallèles, l'une dans la lumière des palais officiels, l'autre dans l'ombre des appartements secrets. Que se disaient-elles lors de leurs rares rencontres? Comment négociaient-elles les termes de leur coexistence forcée? Et surtout, que ressentait Danielle
face à cette femme qui avait réussi là où elle-même avait échoué, à savoir conquérir le cœur de François Mitterrand et lui donner une fille qu'il aimait visiblement plus que ses propres enfants légitimes. Les témoignages que nous avons recueillis auprès de proches des deux femmes dressent le portrait d'une relation complexe, faite de mépris mutuel, mais aussi d'une forme de respect forcé, comme deux adversaires qui reconnaissent la force de l'autre tout en la détestant. Un ancien ami de Danielle nous raconte. Elle parlait d'Anne avec un mélange de dédain et de fascination. Elle la traitait de petite bourgeoise sans envergure, mais en même temps, elle était obsédée par elle. Elle voulait tout savoir sur sa vie, ses goûts, ses habitudes. C'était comme si elle cherchait à comprendre ce que cette femme avait de plus qu'elle, ce qui avait pu séduire François au point de le pousser à mener cette double vie pendant des décennies. Cette obsession révèle une blessure narcissique profonde chez Danielle Mitterrand. Une blessure qui allait bien au-delà de la simple jalousie conjugale et qui touchait à son identité même, à sa valeur en tant que femme et en tant que compagne. Car si François avait choisi de construire une seconde famille avec Anne, cela signifiait implicitement que Danielle n'avait pas suffi, qu'elle n'avait pas été à la hauteur, qu'elle avait échoué dans son rôle d'épouse. Et cette idée d'échec était insupportable pour une femme qui avait construit toute son identité publique autour de l'image de la compagne parfaite, de la militante engagée, de la première dame irréprochable. Les derniers mois avant la révélation publique du secret présidentiel en 1994 ont été marqués par une escalade dramatique dans la paranoïa et le contrôle. Une escalade qui a poussé Danielle Mitterrand au bord de l'effondrement psychologique et qui a révélé au grand jour la fragilité de tout l'édifice de mensonges qu'elle avait contribué à construire. Les archives médicales de cette période montrent une augmentation spectaculaire de sa consommation de médicaments psychotropes, avec des doses qui atteignaient des niveaux dangereux et qui inquiétaient sérieusement son médecin personnel. Les ordonnances de cette époque mentionnent des anxiolytiques prescrits à des doses 3 fois supérieures à la normale, des somnifères si puissants qu'ils nécessitaient une surveillance médicale constante, et même des antipsychotiques légers, destinés à calmer ce que les médecins décrivaient comme des épisodes de délire paranoïaque. Un ancien membre du personnel médical de l'Élysée nous confie « Madame Mitterrand était dans un état de détresse psychologique extrême. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait presque plus. Elle passait ses journées à téléphoner aux agents de sécurité pour vérifier que tout était sous contrôle. Elle était convaincue que quelqu'un allait parler, que le scandale allait éclater, que tout allait s'effondrer. C'était une femme au bord de la crise de nerfs, maintenue debout uniquement par les médicaments et par sa volonté de ne rien laisser paraître en public. Cette description glaçante révèle l'envers du décor de la vie présidentielle, la face cachée d'une femme qui affichait en public une sérénité olympienne, mais qui vivait en privé un cauchemar psychologique permanent. Et ce cauchemar était directement lié à sa complicité dans le mensonge d'État, à sa participation active à une machination qui la rongeait de l'intérieur et qui détruisait progressivement sa santé mentale. Mais même dans cet état de détresse extrême, Danielle n'a jamais envisagé de tout révéler, de faire éclater le scandale, de mettre fin à cette comédie épuisante. Pourquoi? Qu'est-ce qui la retenait de franchir ce pas?
Était-ce la peur des conséquences politiques, la crainte de détruire l'héritage de François, ou quelque chose de plus profond, de plus intime, qui la liait à ce secret comme un prisonnier à ses chaînes? La réponse se trouve peut-être dans les dernières conversations qu'elle a eues avec son psychiatre avant la révélation publique. Des conversations au cours desquelles elle a confié des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne d'autre. Des aveux qui révèlent la véritable nature de son engagement dans cette affaire et qui expliquent pourquoi elle a choisi de rester silencieuse jusqu'au bout, même au prix de sa propre santé mentale et de sa réputation publique. Pour la première fois en plus de 30 années, la femme qui était responsable de la coordination quotidienne entre l'Élysée et l'appartement du quai Branly accepte de parler devant les caméras. Et ce qu'elle nous révèle sur les derniers mois avant la révélation publique va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Danielle Mitterrand. Cette femme, que nous appellerons Sylvie pour protéger son identité malgré les décennies écoulées, occupait un poste administratif discret au sein de la présidence, mais son rôle réel dépassait largement ses attributions officielles. Elle était en quelque sorte la messagère secrète entre les deux mondes, celle qui transmettait les instructions de Danielle à Anne Pinjot, celle qui organisait les rendez-vous clandestins, celle qui gérait les aspects les plus délicats de cette coexistence impossible entre deux femmes qui partageaient le même homme sans jamais pouvoir se l'avouer publiquement. Sylvie se souvient avec une précision troublante d'une conversation qui a eu lieu en mars 1994, quelques mois seulement avant que Paris Match ne publie la photographie fatidique qui allait tout faire basculer. Ce jour-là, Danielle l'avait convoquée dans ses appartements privés, chose inhabituelle, car leurs échanges se faisaient généralement par téléphone ou par note manuscrite pour éviter toute trace compromettante. Quand Sylvie était entrée dans le salon, elle avait trouvé la première dame dans un état qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Les cheveux défaits, le visage marqué par l'insomnie, les mains tremblantes tenant une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Danielle lui avait dit d'une voix étrangement calme qui contrastait avec son apparence délabrée. « Sylvie, je veux que vous organisiez une dernière rencontre avec elle. Pas dans l'appartement habituel, quelque part de neutre, de discret. Il faut que nous parlions, elle et moi, avant que tout ne s'effondre. » Sylvie avait été stupéfaite par cette demande. Depuis la rencontre secrète de 1985, les deux femmes ne s'étaient plus jamais retrouvées face à face, communiquant uniquement par intermédiaire. Pourquoi Danielle voulait-elle soudain revoir Anne Pinjot? Qu'avait-elle à lui dire qui ne pouvait pas être transmis par les canaux habituels? Et surtout, pourquoi cette urgence, cette impression que le temps était compté, que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire? Cette rencontre secrète entre Danielle Mitterrand et Anne Pinjot, qui a eu lieu dans un appartement discret du 7e arrondissement prêté par un ami fidèle du couple présidentiel, reste l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus troublants de toute cette affaire. Sylvie, qui était présente dans l'appartement, mais qui est restée dans une pièce adjacente pour laisser les deux femmes parler en privé, n'a entendu que des bribes de leur conversation à travers la porte entr'ouverte, mais ces fragments suffisent à reconstituer l'essentiel de ce qui s'est dit ce jour-là. Elle se souvient d'avoir entendu Danielle dire
d'une voix étrangement douce qui contrastait avec la dureté habituelle de ses échanges concernant la seconde famille. « Vous savez qu'il est malade, n'est-ce pas? Vous savez que le temps lui est compté. » Anne avait répondu quelque chose que Sylvie n'avait pas pu distinguer clairement. Puis Daniel avait repris, et cette fois sa voix était plus ferme, presque menaçante. Quote 19. Il y avait eu un long silence. Puis Anne avait dit quelque chose qui avait fait réagir Daniel violemment. Sylvie se souvient d'avoir entendu la première dame hausser le ton pour la première fois. « Ne me parlez pas de reconnaissance, ne me parlez pas de ce qu'il vous doit. Vous avez eu 13 années de vie confortable aux frais de l'État, 13 années pendant lesquelles votre fille a été protégée comme une princesse, 13 années pendant lesquelles j'ai dû mentir aux Français pour couvrir votre existence. Vous ne me devez rien, mais moi non plus, je ne vous dois rien. » Cette explosion de colère révélait toute l'amertume accumulée pendant des années de silence forcé, toute la rage contenue d'une femme qui avait sacrifié sa dignité et sa réputation pour protéger le secret d'une relation qu'elle méprisait profondément. Mais ce qui rend cette conversation encore plus troublante, c'est ce que Sylvie a entendu ensuite, après que le silence se soit retombé et que les deux femmes aient repris leur discussion sur un ton plus calme. Daniel avait dit, et ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Sylvie comme une prophétie sinistre. Quote 21. Ces paroles révèlent une dimension machiavélique du personnage de Daniel Mitterrand que personne n'avait soupçonné jusqu'alors. Elle n'était pas simplement une complice passive du mensonge présidentiel. Elle était une stratège qui avait anticipé la révélation du secret et qui avait soigneusement préparé le récit qui serait fait de cette affaire. Un récit dans lequel elle jouerait le rôle de la victime courageuse et Anne celui de l'intruse opportuniste. Cette manipulation narrative était peut-être le dernier acte de contrôle de Daniel sur une situation qui lui avait échappé depuis longtemps, sa manière de reprendre le pouvoir sur une histoire dont elle n'avait jamais vraiment été la maîtresse. Mais la réalité allait se révéler bien plus complexe et bien plus cruelle que ce que Daniel avait imaginé dans ses scénarios de contrôle. Quand Paris Match a publié la photographie de François Mitterrand avec Mazarine en novembre 1994, la réaction du public français n'a pas suivi le script que Daniel avait écrit dans sa tête. Contrairement à ce qu'elle espérait, les Français n'ont pas manifesté une grande compassion pour l'épouse trompée, ni une grande indignation contre la maîtresse cachée. Ce qui a choqué l'opinion publique, ce n'était pas tant l'existence d'une double vie présidentielle, phénomène relativement banal dans l'histoire politique française, mais le coût financier de cette dissimulation et l'utilisation des ressources de l'État pour maintenir le secret. Les journaux ont commencé à publier des enquêtes détaillées sur les dépenses liées à la protection de la seconde famille, révélant des chiffres qui ont scandalisé les contribuables français. Les éditorialistes ont posé la question qui fâchait. Comment Daniel Mitterrand, qui se présentait comme une militante de la transparence et de la justice sociale, avait-elle pu accepter en silence que des millions de francs d'argent public soient dépensés pour couvrir l'infidélité de son mari? Cette question, que Daniel avait soigneusement évité de se poser pendant 13 ans, revenait maintenant la hanter avec une force dévastatrice. Les sondages d'opinion réalisés dans les semaines
qui ont suivi la révélation montraient que plus de 70% des Français considéraient que la Première Dame avait failli à son devoir de transparence envers les citoyens et que son silence complice était aussi condamnable que la tromperie présidentielle elle-même. Cette condamnation publique a été un choc terrible pour Daniel, qui s'était imaginé en victime héroïque et qui se retrouvait soudain accusé de complicité dans un scandale d'État. Les archives médicales de cette période montrent une nouvelle détérioration de son état psychologique, avec des prescriptions de médicaments encore plus lourdes et des consultations psychiatriques de plus en plus fréquentes. Son médecin notait dans son dossier « Ma patiente traverse une crise identitaire majeure. L'image qu'elle avait d'elle-même s'est effondrée et elle ne sait plus qui elle est ni comment se définir face au jugement public. » Cette crise identitaire révèle toute la fragilité de la construction psychologique de Danielle Mitterrand, une femme qui avait bâti son identité sur une image publique soigneusement contrôlée et qui découvrait brutalement que cette image était rejetée par ceux-là même qu'elle prétendait défendre. Les mois qui ont suivi la révélation publique ont été marqués par une série d'événements qui ont progressivement révélé l'ampleur de la complicité de Danielle dans la gestion de la double vie présidentielle et qui ont définitivement détruit l'image de victime qu'elle tentait de maintenir. En janvier 1995, un ancien agent de la cellule Élysée Branly a publié un livre de témoignages dans lequel il révélait des détails accablants sur le rôle de la Première Dame dans la surveillance de la seconde famille. Ce livre, qui a fait scandale et qui a été un succès de librairie immédiat, contenait des copies de notes manuscrites de Danielle donnant des instructions précises sur les déplacements d'Anne et de Mazarine, des enregistrements de conversations téléphoniques dans lesquelles elle exigeait des comptes rendus détaillés sur leurs activités, et même des témoignages d'autres agents confirmant qu'elle était la véritable chef d'orchestre de toute l'opération de dissimulation. Ces révélations ont provoqué un tollé dans l'opinion publique et ont forcé Danielle à sortir de son silence. Elle a accordé une interview télévisée dans laquelle elle a tenté de justifier son comportement, expliquant qu'elle avait agi par amour pour son mari et par souci de protéger l'institution présidentielle. Mais cette défense a sonné faux aux oreilles de nombreux Français qui y ont vu une tentative maladroite de se dédouaner de ses responsabilités. Les commentateurs politiques ont été particulièrement sévères, soulignant la contradiction flagrante entre les discours de Danielle sur la transparence et la justice sociale et son comportement réel pendant les années de la double vie présidentielle. Un éditorialiste du Monde a écrit une phrase qui a fait date, quote 23. Cette phrase résumait parfaitement le sentiment de trahison ressenti par de nombreux Français qui avaient admiré Danielle pour son engagement humanitaire et qui découvraient maintenant qu'elle avait participé activement à un système de mensonges et de détournement de fonds publics. La chute de son image publique a été brutale et irréversible, transformant en quelques mois une icône de la gauche française en symbole de l'hypocrisie des élites politiques. Mais au-delà de cette dimension publique et médiatique, il y avait aussi une dimension profondément personnelle dans l'effondrement de Danielle Mitterrand. Une dimension qui touchait à sa relation avec François dans les derniers mois de sa vie. Le président, gravement malade d'un cancer de la prostate
qui le rongeait depuis des années et dont il avait caché l'existence aux Français avec la même obstination qu'il avait caché sa double vie, passait de plus en plus de temps avec Anne et Mazarine, délaissant Daniel qui se retrouvait seul dans les appartements officiels de l'Élysée. Les témoins de cette période racontent des scènes déchirantes où Daniel, rongé par la jalousie et l'amertume, tentait désespérément de reconquérir l'attention de son mari mourant, multipliant les visites à son chevet, organisant des dîners intimes, essayant de raviver une complicité qui s'était éteinte depuis longtemps. Mais François, qui savait que ses jours étaient comptés, avait fait son choix. Il voulait passer ses derniers moments avec la femme qu'il aimait vraiment et avec la fille qui représentait pour lui une forme de rédemption, une preuve qu'il avait été capable d'aimer sincèrement malgré toutes les compromissions de sa vie politique. Cette préférence affichée pour Anne et Mazarine a été le coup de grâce pour Daniel, la confirmation ultime qu'elle avait perdu non seulement la bataille pour le cœur de son mari, mais aussi la bataille pour sa place dans l'histoire. Un proche du couple présidentiel nous raconte: Daniel était dévastée. Elle réalisait que malgré tous ses sacrifices, malgré toutes ces années de silence et de complicité, François ne l'avait jamais vraiment aimée. Elle avait été une alliée politique, une partenaire de pouvoir, mais jamais une compagne au sens profond du terme. Et cette prise de conscience, à la fin de sa vie à lui et au crépuscule de sa propre existence publique, était insupportable. Cette souffrance intime que Daniel a tenté de cacher derrière un masque de dignité stoïque transparaissait néanmoins dans ses rares apparitions publiques de cette période, où son visage marqué et son regard éteint trahissaient une détresse que les mots ne pouvaient plus dissimuler. La mort de François Mitterrand, en janvier 1996, a marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de Daniel. Une phase caractérisée par une tentative désespérée de reconstruire son image publique et de réhabiliter sa réputation ternie par les révélations sur son rôle dans la double vie présidentielle. Dans les années qui ont suivi la disparition de son mari, Daniel a multiplié les engagements humanitaires, les voyages dans les pays en développement, les prises de position sur les grandes causes internationales, comme si elle cherchait à racheter par un activisme frénétique les compromissions de ses années à l'Élysée. Elle a créé une fondation portant son nom, dédiée à la défense des droits de l'homme et à la lutte contre la pauvreté, une fondation qui a mené des projets remarquables dans de nombreux pays, mais qui n'a jamais réussi à effacer complètement le souvenir de son silence complice pendant les années Mitterrand. Les observateurs de cette période notent une transformation profonde dans le discours de Daniel, qui est devenu plus radical, plus intransigeant, comme si elle cherchait à compenser par un engagement extrême les compromis qu'elle avait acceptés par le passé. Elle s'est rapprochée de mouvements altermondialistes. Elle a critiqué ouvertement les politiques néolibérales. Elle a défendu des causes controversées qui lui ont valu l'hostilité des gouvernements successifs, mais aussi l'admiration d'une partie de la gauche radicale française. Cette radicalisation tardive peut être interprétée de deux manières, soit comme une tentative sincère de se racheter et de donner un sens à la fin de sa vie, soit comme une stratégie de communication visant à faire oublier les compromissions passées en se positionnant comme une voix dissidente et courageuse. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux interprétations,
dans cette zone grise où les motivations personnelles et les calculs politiques se mêlent de manière inextricable. Ce qui est certain, c'est que Daniel n'a jamais vraiment réussi à se libérer du poids de son passé, que le fantôme de sa complicité dans le mensonge présidentiel l'a poursuivi jusqu'à la fin de ses jours, empoisonnant même ses actions les plus généreuses et les plus désintéressées. Les journalistes qui l'interviewaient dans ces dernières années notaient qu'elle refusait systématiquement de parler de la période Élysée, qu'elle changeait de sujet dès qu'on évoquait la double vie de François, qu'elle se fermait complètement quand on lui demandait de justifier son silence pendant 13 années. Ce refus obstiné de faire face à son passé révèle une incapacité profonde à assumer les choix qu'elle avait faits, une fuite en avant qui l'a empêchée de trouver la paix intérieure qu'elle recherchait désespérément. Les dernières années de la vie de Daniel Mitterrand ont été marquées par une solitude croissante et par un isolement progressif qui contrastait cruellement avec l'activisme public qu'elle continuait à afficher. Ses anciens amis politiques, gênés par les révélations sur son rôle dans la double vie présidentielle, ont progressivement pris leur distance, et elle s'est retrouvée entourée d'un cercle de plus en plus restreint de fidèles qui partageaient ses convictions radicales, mais qui ne pouvaient pas combler le vide affectif laissé par la disparition de François et par l'effondrement de son image publique. Les témoignages de ses proches de cette période dressent le portrait d'une femme rongée par les regrets, hantée par les fantômes de son passé, incapable de trouver la sérénité malgré tous ses efforts pour se racheter par l'action humanitaire. Un ancien collaborateur de sa fondation nous confie: Daniel était une femme profondément malheureuse. Elle avait tout sacrifié pour le pouvoir, pour rester aux côtés de François, pour maintenir l'illusion du couple présidentiel parfait. Et au final, qu'avait-elle gagné? Une réputation ternie, une image publique détruite, et la certitude d'avoir trahi les valeurs qu'elle prétendait défendre. Cette prise de conscience la rongeait de l'intérieur. Cette description poignante révèle toute la tragédie du personnage de Daniel Mitterrand, une femme qui avait voulu jouer dans la cour des grands, qui avait accepté tous les compromis pour rester au sommet, et qui découvrait trop tard que le prix à payer était bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Sa trajectoire illustre de manière exemplaire les dangers de la compromission morale en politique, la manière dont les petits arrangements avec la conscience peuvent progressivement détruire l'intégrité d'un individu et transformer une militante sincère en complice d'un système corrompu. Mais elle illustre aussi la difficulté de juger les choix d'autrui sans connaître les pressions et les contraintes qui ont pesé sur ces choix, sans comprendre les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui évoluent dans les sphères du pouvoir. Daniel Mitterrand. Était-elle une victime ou une complice? Une femme courageuse qui a sacrifié sa dignité pour protéger son mari? Ou une opportuniste qui a profité du système pour financer ses propres ambitions? La réponse à ces questions n'est pas simple et elle dépend largement de la perspective qu'on adopte et des valeurs qu'on privilégie. Après la disparition de François Mitterrand, les protections ont effectivement disparu comme Daniel l'avait prédit lors de sa dernière rencontre avec Anne Pinjot. L'appartement du quai Branly a été rendu à l'État. Les gardes du corps ont été réaffectés à d'autres missions et la seconde famille s'est retrouvée livrée à elle-même, sans le bouclier protecteur de la présidence. Anne Pinjot
a choisi de se retirer de la vie publique, refusant systématiquement les interviews et les sollicitations médiatiques, préférant vivre dans l'ombre et protéger sa fille des projecteurs qui avaient brutalement illuminé leur existence cachée. Mazarine, devenue adulte, a construit sa propre carrière d'écrivaine et d'intellectuelle, assumant publiquement son identité de fille cachée du président, tout en gardant une distance prudente avec l'héritage politique de son père. Quant à Danielle, elle a poursuivi ses activités humanitaires jusqu'à un âge avancé, multipliant les voyages et les engagements malgré une santé déclinante, comme si elle cherchait à repousser indéfiniment le moment où elle devrait faire face à elle-même et au bilan de sa vie. Les observateurs qui l'ont côtoyée dans ces dernières années notent qu'elle parlait souvent de François avec une tendresse mélancolique, comme si la mort avait effacé toutes les blessures et toutes les trahisons, comme si elle avait finalement réussi à se convaincre que leur histoire avait été une grande histoire d'amour malgré toutes les preuves du contraire. Cette reconstruction mémorielle, ce révisionnisme affectif, était peut-être la seule manière pour elle de supporter le poids de ses choix et de donner un sens à une vie qui avait été marquée par tant de compromissions et de renoncements. Mais au-delà des destins individuels, cette histoire soulève des questions qui restent sans réponse et qui continuent de hanter la mémoire collective française. Comment un tel système de dissimulation a-t-il pu fonctionner pendant 13 années sans que personne ne bronche, sans que les médias ne posent les vraies questions, sans que les institutions démocratiques ne jouent leur rôle de contrôle? Qui d'autre, dans les hautes sphères de l'État, était au courant de cette double vie et a choisi de garder le silence? Combien d'autres secrets sont encore enfouis dans les archives présidentielles, protégés par le secret défense et par la complicité tacite des élites politiques et médiatiques? Ces questions dépassent largement le cas particulier de Danielle Mitterrand et touchent à la nature même du pouvoir en France, à la culture du secret qui imprègne les institutions républicaines, à la distance qui sépare les discours officiels sur la transparence et la réalité des pratiques au sommet de l'État. L'affaire Mitterrand a révélé au grand jour cette hypocrisie systémique, mais elle n'a pas vraiment changé les choses. Les présidents qui ont succédé à François Mitterrand ont continué à bénéficier d'une opacité considérable sur leur vie privée et sur l'utilisation des ressources présidentielles, et les citoyens français ont continué à accepter cette situation avec une résignation qui en dit long sur la persistance d'une culture politique monarchique malgré les apparences républicaines. Danielle Mitterrand restera dans l'histoire comme le symbole de cette contradiction française, une femme qui incarnait à la fois les idéaux de la gauche humaniste et les compromissions les plus cyniques du pouvoir, une militante qui prêchait la transparence tout en participant à l'un des plus grands mensonges d'État de la Cinquième République. Stimați telespectatori, dacă ați urmărit această poveste tragică până la final, scrieți în comentarii din ce oraș sunteți. Ne este important să știm unde Danielle Mitterrand este încă amintită și ce lecții trageți din destinul acestei femei care a ales puterea în locul adevărului. Și abonați-vă la canal pentru a nu pierde adevărul despre idolii istoriei, pentru că fiecare poveste ascunde secrete pe care puternicii preferă să le îngroape pentru totdeauna.